Bienvenue dans Au cœur de nous, le podcast de psychologue.net pour comprendre ce qui se passe en nous et trouver des clés pour mieux vivre. À travers le regard de professionnels de la santé mentale ainsi que des conseils et des outils concrets, notre objectif est simple. Vous aider à mieux vous comprendre et à développer des ressources pour vous sentir plus aligné dans votre vie. Parce que comprendre ce qui se passe en nous ne soulage pas seulement. Ça peut aussi transformer notre manière de vivre. Alors on commence. Je suis Charlotte, Community Manager de psychologue.net et dans notre épisode du jour, on va parler de quelque chose que beaucoup de personnes vivent sans vraiment comprendre. Quand le corps exprime ce que l'on ressent à l'intérieur. Des douleurs qui apparaissent sans raison claire, une fatigue qui ne passe pas, des tensions, des maux de ventre ou des migraines. Et si c'était pas seulement physique ? Dans cet épisode, on va essayer de comprendre ce qu'est la somatisation, comment notre corps y peut garder des traces de ce que l'on a vécu et pourquoi il est parfois difficile de faire le lien entre le corps et les émotions. On verra aussi comment être plus à l'écoute de ces signaux et comment les apaiser. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui la psychologue Perrine Després. Bonjour Perrine, merci d'être ici aujourd'hui. On va donc parler de somatisation. Alors Perrine, c'est quoi la somatisation concrètement ? Bonjour Charlotte, je suis contente justement d'aborder cette question-là aujourd'hui parce que ça fait vraiment partie de mon attention quotidienne avec mes patients. Parce que la somatisation, on peut dire que c'est ce qui s'exprime à travers le corps par le biais de symptômes physiques, de douleurs, de maladies. Et cela exprime ce que la personne vit sur l'instant, mais aussi a vécu. D'accord. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que cela note ce lien entre l'esprit et le corps, sachant que les médecines traditionnelles avaient déjà bien démontré ce lien. Elles fonctionnent comme ça, que ce soit la médecine chinoise, la médecine que l'on voit en Inde avec l'Ayurveda, toutes les médecines amérindiennes, toutes les médecines finalement traditionnelles sont basées sur cette idée qu'il y a un lien. Il y a une unicité, même je dirais, entre le corps et l'esprit. Or, notre médecine moderne s'est complètement coupée de ça, est une médecine qui est centrée sur l'organe, c'est-à-dire que chaque médecin, à part le médecin généraliste évidemment, mais sinon, chaque médecin est spécialisé sur un organe en particulier. Et puis, il s'est coupé de cette idée qu'il faudrait peut-être explorer, premièrement, ce qui se passe dans tout le corps, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans la vie du patient, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du patient. Parce que c'est comme si le corps racontait toute votre histoire depuis in utero. Et c'est un corps qui n'oublie rien. Alors d'ailleurs, je fais référence à cet auteur incroyable. Je vais vous montrer son livre parce que c'est un peu la Bible de la traumatologie. Le corps n'oublie rien. Super. Voilà. D'ailleurs, c'est grâce à tous ces psychiatres, ces psychothérapeutes, les médecins, que l'unicité entre le corps et l'esprit est revenue au premier plan. Pourquoi ? Parce que lorsque les vétérans du Vietnam sont rentrés, eh bien, ils sont rentrés avec une symptomatologie traumatique telle que les psychiatres se sont trouvés complètement, finalement, démunis avec toutes les façons de faire qui étaient préconisées jusqu'alors. Et ils avaient une symptomatologie très précise. Et c'est grâce au travail de tous ces médecins, ces psychiatres, ces psychothérapeutes, grâce à la clinique du trauma, qu'on est revenu à la question de l'unicité du corps et de l'esprit, parce qu'en fait, on ne peut pas faire sans. C'est-à-dire, en fonction de ce que vous avez vécu, il y a des symptômes très particuliers. D'ailleurs, en tant que psychanalyste qui est spécialisée dans toute la question du trauma, lorsque mes patients développent une symptomatologie particulière, moi, ça me met la puce à l'oreille sur des choses qui sont pour moi liées. Si on prend les abus sexuels vécus dans l'enfance, ça va entraîner des symptômes très particuliers. Alors, parmi lesquels, alors évidemment, il y a tous les troubles
alimentaires tels que l'anorexie à l'adolescence, mais il y a aussi toutes les douleurs liées aux règles, il y a l'endométriose. Alors, c'est pas un symptôme, hein, c'est souvent Ouais, plusieurs symptômes liés, hein. C'est-à-dire que à partir du moment où il y en a deux, on se dit tiens, il faudrait investiguer quand même dans ce sens-là. d'accord. Il y a les maladies auto-immunes, puisque quand même, le fait de attaquer son propre corps, c'est quelque chose de très particulier Mhm. et c'est lié normalement à une intrusion qu'on a vécue dans le corps, c'est-à-dire à un âge où le soi et le non-soi étaient indifférenciés. C'est une inflammation finalement qui se produit, c'est ça? En fait, c'est plus qu'une inflammation. C'est vrai que quand tu parles d'inflammation, c'est en effet ce qui a pour conséquence lorsque il y a notamment la sécrétion d'hormones de stress. Voilà, c'est-à-dire quand la personne vit une situation de danger, elle va déclencher notamment le cortisol, Mm. qui est une hormone très importante puisque c'est celle qui te prévient que tu es en danger, qu'il y a une situation de stress. Et il y a également, donc là c'est le système d'alerte. Voilà, c'est comme si on mettait l'alarme. Et couplé au cortisol, il y a l'adrénaline. L'adrénaline, ça sert à quoi? Ça sert ou à te battre ou à fuir. Mhm. Voilà, donc c'est extrêmement important. Sauf que quand tu es dans une situation de danger mais que tu ne peux pas t'extraire, c'est toute la problématique de l'abus dans l'enfance par Ouais. exemple ou d'agression. Tu peux pas t'extraire. Donc ça va être un système qui va fonctionner comme ça sans pouvoir s'arrêter parce que tu es toujours en danger. Mm. Et c'est là où il va y avoir une inflammation. C'est ça qui va provoquer une inflammation, c'est-à-dire qu'un stress isolé qui fait partie de la vie normale, eh bien, le corps va très bien absorber le fait que ces hormones se mettent en place. C'est des très bons indicateurs. Ouais. En revanche, lorsqu'il y a une surchauffe, lorsque justement c'est quelque chose qui se répète parce que la situation de stress est dans la vie quotidienne, ou parce que le trauma était tellement fort que de toute façon le système est mis en alerte dès qu'il y a quelque chose qui pourra s'apparenter à une répétition du trauma, eh bien c'est ça qui va provoquer l'inflammation. D'accord. Et la maladie auto-immune, c'est particulier parce qu'en fait, c'est comme si ton armée, qui est censée défendre quelque chose de l'extérieur pour te protéger, toi, pour protéger ton corps, se mettait à se rebeller contre ton corps. Mais pourquoi elle fait ça? C'est qu'il y a une raison très particulière. C'est que si tu as vécu une intrusion dans ton corps quand tu étais tout petit, Mhm. quand tu n'as pas encore la différenciation de soi et de ton non-soi, ton agresseur qui t'a agressé fait partie de toi. C'est ce qu'on va observer dans les scarifications aussi, c'est-à-dire qu'en voulant attaquer celui qui est en toi et qui te fait du mal toujours, même si tu n'as pas consciemment cette distinction dans le fait qu'il est à l'intérieur de toi, Bah oui, bien sûr. mais c'est comme ça qu'on le vit, eh bien l'organisme, en voulant attaquer ce qui est à l'intérieur, mais pas son propre corps, mais l'agresseur en soi, se met à attaquer son corps, mais à des endroits très particuliers du corps. C'est pareil, les cancers qui sont liés à de l'émotionnel, Mm. ils se situent à des endroits très particuliers qui ont un sens. Ouais. Tout a un sens, il y a une symbolique. Donc nous, en tant que psychanalyste, quand on est vraiment au fait du trauma, ça donne des indications et tout le monde devrait être au fait de ce qui se passe dans le corps. Quant aux médecins, ils devraient être formés justement sur tout ça pour comprendre qu'est-ce qui se passe pour ce patient. C'est pas juste un organe comme Oui. ça qui a une Aléatoirement. maladie. Non, c'est qu'il est en train d'exprimer une souffrance. Mm. D'ailleurs, il y a un médecin absolument génial, et je vais lire des extraits à un moment donné d'un de ses autres livres, Ouais. qui parle de ça. C'est Gabor Maté. Et grâce à lui, j'espère que, alors quand le corps dit non, moi j'invite tout le monde à lire ce livre absolument fabuleux parce que justement, il parle d'histoires de patients avec différents types de maladies et il explique ce qui a pu créer la maladie. Ça peut même être des émotions refoulées. Ouais. C'est-à-dire que une personne qui a du mal à exprimer son émotionnel parce que justement, dans son enfance, ça n'a pas pu se faire. Il y a beaucoup de familles, en fait, qui n'ont pas accès à l'expression de son émotion, soit parce que ils n'ont même pas conscience qu'ils ont un certain émotionnel, soit parce qu'il n'y a pas la place pour ça. Et puis, il y a des enfants aussi qui vivent avec des parents qui, eux, prennent toute la place avec leur émotionnel et l'enfant, il ne peut pas déposer quelque chose.
Donc, c'est des personnes, de toute façon, qui fonctionnent comme si ça n'existait pas. Et le corps finit par parler à leur place parce que de toute façon, il se passe quelque chose. C'est pas que ça n'existe pas, c'est que c'est mis de côté. Donc, c'est pour ça que vraiment Gabor Maté est très important pour remettre au premier plan cette unicité du corps et de l'esprit. Et puis, j'encourage aussi tout le monde à s'intéresser aux traumatologies spécifiques des abus sexuels parce que c'est des symptômes très particuliers. Et Muriel Salmona est vraiment parmi celles qui explique vraiment ce lien et permet finalement de comprendre ce qui se joue dans le corps. Pourquoi il y a ce système de stress, pourquoi il y a ce circuit hormonal qui fait que ça va entraîner des maladies, etc. Et pour étayer ça, j'aimerais te lire un petit passage d'un des livres, justement pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, je vais y revenir de toute façon plusieurs fois à Gabor Maté parce que je trouve très intéressant ce qu'il peut dire par rapport à tous ces sujets. Et comme il est médecin, alors il dit justement l'impact des hormones de stress sur le système immunitaire en tant que risque de cancer est loin d'être un secret scientifique. Nous avons également vu que le stress et les traumas sont les principaux moteurs de l'inflammation, autre rouage central de l'apparition des cancers. Parallèlement, les filles victimes de sévices sexuels et physiques sont beaucoup plus exposées, une fois adultes, à l'endométriose, une pathologie douloureuse et souvent invalidante, qui accroît le risque de cancer de l'ovaire et dont les origines laissent la médecine conventionnelle perplexe. Or, si l'on se place dans une perspective psycho-neuro-immunologique du corps-esprit, donc à nouveau, si on réintègre l'idée que le corps et l'esprit sont liés, le mystère n'a plus grand-chose de mystérieux, c'est-à-dire qu'on comprend tout. Ouais. Alors, tu dis quelque chose quand même qui peut paraître fou pour la plupart des personnes, c'est que le corps, il raconte une histoire. Oui, tout à fait. Alors, justement, comment notre corps, il reflète ce que nous avons vécu? Alors, ce qu'il faut comprendre, déjà, c'est ce que j'ai expliqué, c'est qu'il y a un circuit, voilà, entre ce qui vient de l'extérieur ou ce qu'on vit. Ça peut même être des manques, c'est-à-dire que, évidemment, je parle de trauma, mais le trauma, c'est aussi parfois d'avoir manqué de quelque chose dans l'enfance. Voilà. C'est pas forcément une agression, c'est pas forcément de la violence, c'est aussi du manque, c'est parfois un manque d'intérêt du parent, c'est avoir le sentiment de ne pas avoir de place, etc. Tout ça, ça va générer de l'émotionnel. Or, l'émotionnel, il est connecté à tout notre circuit hormonal. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, c'est comme si on avait une mémoire dans le corps. Alors, Muriel Salmona, que j'ai citée tout à l'heure, elle parle aussi d'une boîte noire dans le cerveau. En fait, la boîte noire, je trouve que c'est assez représentatif. Pourquoi ? Parce que c'est comme si tout ce qu'on a vécu depuis notre vie in utero, c'est-à-dire que c'est vraiment depuis le début de notre histoire, on avait de l'émotionnel. Il y a des moments, s'il y a eu de forts événements très impactants pour notre émotionnel, eh bien, dans cette boîte noire aussi sont consignés plein d'éléments. Et ça peut même être des odeurs, des objets, des bruits. C'est-à-dire que si certaines odeurs vont être associées, par exemple, à un événement traumatique, quand vous allez être confronté dans votre vie d'adulte à cette odeur, à nouveau, tout votre circuit va se remettre en branle. Et parfois, ça peut générer... sans s'en rendre compte soi-même. On ne sait pas à quoi ça associe. Mais les 3/4 des personnes sont complètement inconscientes de tout ce qui se joue à l'intérieur d'elles. Et en fait, c'est pour ça que, par exemple, le fait qu'il y ait ce podcast, c'est quelque chose de précieux. Ouais. Parce que ça permet aussi aux personnes... peut-être un peu plus, de se reconnecter à soi et de se dire, c'est vrai, pourquoi j'ai ces maux de ventre qui se déclenchent quand je vais à tel endroit ? Pourquoi j'ai un mouvement de nausée quand tout d'un coup je suis confrontée à telle chose ? Pourquoi j'ai ce stress qui s'active ou cette anxiété à tel moment ? Pourquoi j'ai cette maladie là qui n'arrive pas à partir et les médecins ne comprennent pas pourquoi ?
En fait, c'est tout ça, c'est-à-dire c'est donner une autre lecture de ce qu'on vit et se rendre compte qu'en fait, ce corps, c'est pas un ennemi, c'est pas une machine qui fonctionnerait pas comme il faut. Au contraire, c'est vraiment génial à quel point il est un indicateur de tout ce qu'on vit. Et oui. Alors c'est vrai que dans la vie, on a l'habitude de parler finalement tout le temps de symptômes médicaux. Comment on peut différencier le symptôme médical de quelque chose avec une origine psychique ? Eh bien, je serais presque amenée à dire aujourd'hui, du fait de toutes mes lectures, que c'est compliqué à distinguer. Je pense même que l'idéal serait que dès qu'on a quelque chose, déjà soit on se dise, qu'est-ce que je vis en ce moment ? Est-ce que je suis dans une période où je me sens bien ? Quelle est ma dose de stress ? Qu'est-ce qui se passe dans mon quotidien, ma vie affective, ma vie professionnelle, mon émotionnel ? Qu'est-ce que j'ai vécu ? Et idéalement, parce que ça c'est le chemin qu'on peut faire soi, mais le médecin, quand il reçoit un patient, il devrait interroger la personne justement sur toutes ces questions, de savoir qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance. C'est exactement ce que fait Gabor Maté maintenant d'ailleurs avec tous ses patients. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte qu'une personne qui venait pour un cancer du sein à répétition, personne ne lui avait demandé quelle était son histoire, qu'est-ce qu'elle vivait au moment où ça s'est déclenché. Et là, les personnes se sont mises à parler et à faire des liens et à se rendre compte qu'en fait, ça venait pas par hasard, qu'il y avait quelque chose à cet endroit-là et aussi qui s'activait à ce moment-là de leur vie. Et fait important parce que c'est pas le tout de le repérer, c'est que ça a permis à ces patients-là de guérir autrement ou en tout cas d'avoir un autre rapport à eux-mêmes. Parce qu'en fait, quand on comprend tout ça, ça nous donne aussi une autre lecture de nous-mêmes, un autre rapport à nous-mêmes et idéalement une plus grande bienveillance envers soi. Parce que de comprendre qu'en fait, on a pu souffrir à certains moments avec des choses plus ou moins graves. Se rendre compte qu'en fait, ça a eu un impact sur notre vie. Que le petit enfant qu'on a été, peut-être, il a beaucoup souffert. Et de se dire, il a tenu bon. Mais il y a quand même des conséquences de toutes ces souffrances. Et que le corps nous rappelle notre histoire et dit, oui, mais il faudrait peut-être prendre ça en considération. Et pourquoi c'est important de prendre ça en considération ? Parce qu'en fait, ça nous permet peut-être de prendre un autre chemin de vie et de ne pas être dans une répétition de choses qui nous fait du mal. Parce que parfois, quand on a du mal à écouter son corps, on va lui demander beaucoup. On va lui demander d'endosser encore et encore une espèce de stress. On le reconfronte au stress, on se reconfronte au stress. Et puis, on ne se dit pas forcément, je vais prendre un temps, je vais accueillir toutes ces souffrances et cette maladie, je vais essayer de comprendre ce que ça dit. Et puis, je vais peut-être prendre ce temps-là pour rectifier certaines choses de ma vie. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que sinon, on a tendance à suivre comme ça une trajectoire et sans se rendre compte que cette trajectoire, elle n'est peut-être pas forcément idéale. Ouais. Alors, c'est bien, tu nous rappelles l'importance du lien entre le corps et le vécu. Pourquoi ce lien, il est encore si difficile à faire et à accompagner médicalement ? Parce que c'est douloureux d'aller voir ce qu'on a vécu. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on assiste beaucoup plus à une espèce de biologisation de tout. En fait, on est plutôt là dans une période où on essaye de trouver les gènes qui seraient responsables de telle et telle chose. Mais pour tout, même les troubles de l'attention, alors que les troubles de l'attention, on se rend bien compte si on réfléchit un petit peu qu'en fait, l'enfant qui se déconnecte à un moment donné, il se déconnecte parce qu'il y a eu du trop autour de lui. Et pourquoi il y a cette hérédité, par exemple ? Mais parce qu'un parent qui s'est lui-même déconnecté, qui n'a pas vraiment guéri,
ce qu'il a mis en souffrance dans son émotionnel. Qu'est-ce qu'il va faire avec son enfant ? Mais il va répéter quelque chose. Il va agir des choses qui l'ont lui aussi mis en souffrance. Sans en avoir conscience parfois. Évidemment, parfois, sans oui, en avoir conscience, parce que les 3/4 des gens, quand même, ils ont envie de bien faire. Mais c'est quelque chose qui est bien malgré eux. Ouais. Du coup, là où on voit de l'hérédité, où on se dit « Ah, bah oui, mais si ça se situe sur plusieurs générations, c'est qu'il y a de la génétique. » Mais non, pas forcément. Alors, l'épigénétique, c'est génial. Ça a permis justement de montrer qu'en effet, ce qu'on retrouve en tout cas inscrit, c'est la sensibilité. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose, en effet, qui se transmet. Une forme de sensibilité d'une génération à l'autre. Mais parce qu'en fait, il y a des traumas qui se répètent. Et comme ça se répète, ça rend sensible quand même, la douleur et la souffrance. C'est indéniable. Mais à trop vouloir finalement trouver des réponses dans la biologie, la génétique, même si c'est des domaines qui sont extrêmement importants et c'est génial toutes ces recherches qui soient faites. Mais on s'écarte aussi du fait que les réponses, elles sont aussi à trouver dans notre vécu et dans la façon dont on a vécu les choses. Et il faut revenir à ça. Mais c'est sûr que ce chemin d'aller voir ce qui a fait qu'à un moment donné, on ne veut plus voir. Pourquoi on ne veut plus voir à un moment ? Pourquoi on se coupe de soi ? Parce que ça a été douloureux. Mais sauf que c'est en se reconnectant à cette sensation, à ce stress, à cette émotion triste, à peut-être cette colère, à cette douleur. C'est en allant voir, pas en le revivant, en allant le voir avec un psychothérapeute, avec des techniques somatopsychiques. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se guérir véritablement et pouvoir apaiser ce qui se joue dans le corps et ne plus avoir à se déclencher des maladies et du symptôme pour entendre quelque chose. C'est pour ça que je voulais revenir justement sur 2 passages que j'aimerais te lire, parce que ça explique aussi pourquoi les médecins, c'est compliqué pour eux. En fait, quand tu fais des études de médecine, moi j'ai juste fait une année, une première année. Quand tu vois déjà ce que tu vis, alors j'ai 48 ans, donc c'était en 95. J'espère que c'est un petit peu changé, mais je suis pas sûre. J'étais la dernière année où il y avait le bizutage, par exemple. Donc déjà toute la génération des médecins qui ont vécu le bizutage, qui est quand même quelque chose de très particulier. Déjà, ça donne le ton quand même d'une entrée en matière dans cette profession qui va devoir accueillir la souffrance de l'autre. Bon. D'ailleurs, un de leurs points faibles, généralement, qu'on mentionne, c'est leur manque d'empathie. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant leurs études, les internes, en général, ils ont cette sensibilité. Ils essayent de bien faire, ils écoutent les patients, mais on leur dit non, pas le temps. Pas le temps, tu dois faire vite. Si tu commences à faire ça, tu vas avoir trop d'émotionnel, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, petit à petit, qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes ? Ils se coupent. Donc, quand tu t'es coupé de ton émotionnel, quand justement tu te mets en vigilance par rapport à ça, tu ne peux plus accueillir l'émotionnel de l'autre puisque ça va te renvoyer à ton propre émotionnel. Donc ça, c'est la première chose. En plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, les consultations, c'est pas en 10-15 minutes que les patients ils vont avoir le temps de raconter leur vie. Ouais. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, c'est-à-dire que les médecins vont se dire non, qu'ils n'ont pas le temps. Puis après, ils vont faire quoi quand la personne va commencer à exposer sa douleur et sa souffrance, etc. Donc, ils sont un petit peu aussi en difficulté par rapport à ça. Et puis, ils ne sont pas formés à la question du trauma. C'est ce que j'allais dire, ils ne savent pas quoi en faire. Finalement, on leur donne ça, mais ils ne savent pas non plus quoi en faire. Oui, et la clinique du trauma, c'est une clinique particulière qui t'apprend justement quel symptôme est lié à quel trauma. Et si tu n'as pas été formé à ça, tu ne sais pas. Donc, tu vas rester sur l'organe, tu vas essayer de le soigner tant bien que mal, mais tu ne vas pas forcément aider le patient. Ouais. C'est pour ça que je voulais te lire un passage justement qui parle de ça, qui est très éclairant. Alors, quand quelqu'un s'efforce de guérir ses traumas, la souffrance fait inévitablement surface. C'est la raison pour laquelle, en présence d'une blessure, nous faisons toute preuve de déni, de répression, de refoulement, de rationalisation, de justification, de trou de mémoire et d'une dissociation plus ou moins prononcée. Quand nous regardons en face toutes les façons dont nous nous sommes insensibilisés à notre souffrance, celle-ci émerge inévitablement. En fait, cela fait longtemps qu'elle aimerait être entendue.
Bien sûr, la peur de ces parties exilées de notre être est naturelle, elle aussi. Mais lorsque vous avez fui toute une vie d'émotions, écrit Elecnote, vous avez l'impression qu'une fois qu'elles vous auront rattrapé, elles vous plaqueront au sol, vous massacreront et vous laisseront en sang dans une ruelle. Nul besoin d'en arriver là. La compassion de la vérité reconnaît que la souffrance n'est pas une ennemie. En fait, la souffrance est intrinsèquement compatissante, car elle tente de nous alerter sur ce qui ne va pas. Donc c'est ça en fait, c'est-à-dire que la souffrance, c'est une alliée, parce qu'elle vient signifier quelque chose que vous avez vécu de douloureux et que vous êtes en train de revivre. Parce qu'on ne déclenche pas une maladie par hasard, c'est-à-dire ça vient signifier que là, ça ne va pas. Aussi dans les choix qu'on est en train de faire de sa vie. Merci pour ce partage si bien choisi, Perrine. Alors, on va passer un moment pensé spécialement pour les utilisateurs, pour leur apporter des outils, des ressources concrètes dans leur vie quotidienne. Perrine, comment mieux comprendre ce que son corps dit ? Finalement, c'est la complexité et le cœur ici de ce qu'on parle. Et comment être plus à l'écoute et savoir soulager ses symptômes ? Alors déjà, essayez d'entrevoir son corps non comme une partie séparée de soi, non comme juste un tas de muscles, d'os, de chair, d'organes, mais comme finalement une enveloppe, un corps précieux qui est complètement lié à vous et qui vous porte chaque jour. Donc d'avoir déjà une autre perception de ce qu'est le corps. Ça veut dire aussi le chérir, en prendre soin. En avoir conscience chaque jour, même quand vous prenez votre douche, que vous sortez de la douche, que vous vous mettez de la crème. Moi, j'encourage tous ces gestes qui permettent de se connecter à soi, de respirer, de se dire, c'est vrai, tiens, qu'est-ce qui me dit mon corps en fait ? Qu'est-ce que j'entends pas ? Est-ce qu'il y a des choses, des douleurs particulières qui reviennent régulièrement ? Est-ce que j'ai des symptômes chroniques ? Est-ce que j'ai une maladie finalement sur laquelle j'essaie depuis plusieurs années de faire évoluer les choses, mais j'y arrive pas, les médecins non plus. Mais tiens, à travers tout ce que j'entends là, est-ce que je pourrais peut-être pas faire autrement ? Alors ça veut pas dire se culpabiliser, ça veut pas dire trop se responsabiliser, ça veut dire prendre conscience qu'en fait on peut avoir une action et tant mieux. Oui. C'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'en fait, on s'en remet pas forcément au corps médical. Il y a plein de choses qui viennent de nous, il y a plein de choses qui viennent de notre histoire. Donc, quand on a du symptôme comme ça, au-delà de tous les examens médicaux, évidemment, qui sont très importants, mais moi, j'encourage à faire un travail aussi peut-être sur soi, à se dire, si mon corps, il parle autant, peut-être que ça serait bien que j'aille voir ce qui est enfoui au fond de moi, dont j'ai pas forcément une espèce de conscience. Le nombre de patients, moi, qui viennent me voir, les 2 premières séances, ils me disent « Ah ben non, moi, mon enfance était plutôt heureuse. » Oui. Et puis, alors, il suffit de creuser, mais vraiment pas beaucoup, pour se rendre compte qu'en fait, ils étaient baignés dans des conflits, ils ont manqué de plein de choses, il n'y avait pas beaucoup d'écoute, sans parler de grandes violences ou d'abus, etc. Mais rien que ça, finalement, déjà... ils ont comme normalisé certaines choses. Oui. En fait, ils le voient même plus, c'est tellement ancré dans la famille. Ou alors, comme tu l'as dit, finalement, il y a aussi le fait de pas se rendre compte des choses qui se passe, ça va bien au-delà de... comme tu le dis, ils arrivent et ils se disent, moi, en fait, tout allait bien. Mais il y a aussi ce qui n'est pas arrivé. Voilà, ce qui a pu manquer, exactement. Et finalement, c'est un chemin. Moi, je pense que cette connexion à soi, le chemin de guérison, c'est le chemin de la vie. C'est pas quelque chose circonscrit dans le temps, c'est un chemin de vie, apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer. Parfois, c'est plus difficile parce que il n'y a pas eu la possibilité enfant, parce qu'on a des grandes douleurs. Donc, ces douleurs, on essaie de les comprendre, on essaie de s'apaiser aussi soi, c'est-à-dire qu'on n'est pas coupable de ce qu'on a vécu enfant. Donc, on a un autre rapport à soi qui peut se tisser petit à petit, et il y a quelque chose qui peut s'entr'ouvrir, de lumière, d'apaisement, de plus de gratitude, d'un autre rapport à soi. Le corps aussi
aussi. C'est important de se connecter à travers le sport, ne serait-ce que des respirations tous les jours, de prendre 2 minutes et de respirer et de voir comment ça circule à l'intérieur de soi. Déjà ça, je pense que si tout le monde faisait ce petit exercice de se dire, bon, comment je vais, comment je me sens dans cette vie, qu'est-ce que je pourrais peut-être changer, qu'est-ce que je pourrais comprendre de mes blocages, de mes empêchements, de moments où je me fige, de savoir exactement, cette histoire, ok, elle a été douloureuse, mais peut-être que je peux me réparer de ça, peut-être que ça va prendre du temps, mais au moins, je pourrais y trouver de l'apaisement, et puis surtout de l'apaisement pour mon corps aussi. D'accord. Et on est nombreux des fois à mal respirer aussi, c'est vrai. Oui. Merci Perrine d'être venue nous parler de somatisation, finalement un sujet dont on parle très peu. Merci Charlotte, à bientôt. Aujourd'hui, avec la psychologue Perrine Després, nous avons parlé de ce phénomène encore trop souvent mal compris, la somatisation. Ce que cet épisode nous rappelle surtout, c'est que le corps, il n'oublie rien. Il peut garder la trace de ce que nous avons vécu et parfois exprimer ce qui n'a pas pu se dire autrement. Apprendre à écouter son corps, ce n'est pas chercher à tout expliquer, mais commencer à donner du sens à ces signaux. Si cet épisode a résonné en vous et que vous ressentez le besoin d'être accompagné, vous trouverez dans la description plus d'informations sur Perrine Després, ainsi que des liens vers notre site et nos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, chez psychologue.net, nous pensons que chacun a le droit de se sentir mieux. C'est pourquoi nous disposons d'un site avec un large réseau de professionnels qui peuvent vous accompagner dans ce cheminement, avec écoute, respect et sans jugement. On se retrouve très bientôt pour un nouveau chapitre du podcast Au cœur de nous de psychologue.net. Merci de nous avoir écoutés.